Bienvenue sur un nouvel épisode de Ça vient des RH, l'épisode numéro 10, mais la partie 2. Si vous vous souvenez, dans la partie 1, on a eu l'occasion de parler de la réorganisation, mais sous un angle un peu juridique, c'est-à-dire la phase amont finalement d'une réorganisation. Qu'est-ce qui amène un RH et une équipe de direction à réfléchir à une réorganisation ? Eh bien cette fois-ci, on aborde la partie 2, c'est-à-dire la réorganisation a eu lieu et comment ça se passe un peu concrètement. Et je donne la parole à Claire. Eh bien, ravie de vous retrouver pour cet épisode 2, puisque je n'étais pas présente lors de l'épisode 1, et on est bien accompagné d'un nouvel invité que je vais laisser se présenter dans un premier temps avant de démarrer la session de questions-réponses. Merci beaucoup Claire, bonjour à tous. Je suis Bertrand Sanson, je suis consultant associé au sein de la société Oasis Mobilisation qui fait partie du groupe Oasis et compagnie. C'est une entreprise de 200 collaborateurs et notre raison d'être, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition, qu'elles soient collectives ou individuelles. Ça passe notamment par des moments plutôt faciles, des moments de croissance, puis aussi des moments un peu plus difficiles quand il s'agit de mettre en place une réorganisation, une restructuration. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit peu plus sur ton parcours avant ? Oui, alors en fait, j'ai eu 3 vies. La première, ma vie d'étudiant, j'étais journaliste. Pardon, je recommence. La première, ma vie d'étudiant, j'ai terminé mes études avec un diplôme de juriste. Et ensuite, j'ai fait un métier qui n'avait rien à voir avec ça, puisque j'étais journaliste en radio. C'est l'époque où on pouvait commencer à diffuser librement sur les ondes. Et en 1983, avec l'apport de la publicité, on pouvait exister et se financer. Ça a duré 4 ou 5 ans. J'ai adoré ce métier, mais j'aimais moins la façon dont ça se passait en interne avec mes collègues. Le management était discutable, à supposer qu'il y avait du management. Et je me suis dit que finalement, mon rôle, c'était d'aider justement les organisations à mettre en place les bonnes pratiques du management. Et j'ai basculé au hasard d'une rencontre avec un ami qui vivait à Paris, et puis on a créé ensemble une nouvelle entreprise. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je me suis mis à mon compte pendant 10 ans, et puis j'ai décidé avec 2 associés de créer Oasis Mobilisation, dans laquelle je suis aujourd'hui, et j'y suis très heureux. Eh bien, merci pour ces propos introductifs. Pierre, peut-être juste un petit salut, un petit coucou, un petit eye contact, quelque chose. Vous voulez que je fasse le clap ou pas ? Le fameux. Je suis réputé pour ça. C'est vrai. Non, mais c'est bon, non ? Non, non. J'aime bien pour le dépourvu. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, peut-être une question un peu plus générique pour toi qu'on avait déjà posée, mais ça m'intéresse d'avoir un mec qui ne respecte pas du tout les questions posées. Une réorganisation pour toi, si tu avais à la définir, ça serait quoi ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation, mais en fait, ce qu'on observe souvent dans les réorganisations, c'est qu'il y a, en termes de conséquences, il y a des métiers qui disparaissent ou des postes qui disparaissent, il y a les postes qui évoluent, il y a les postes qui apparaissent. En fait, c'est la synchronisation de ces 3 mouvements-là qui explique la notion de transformation, de réorganisation. Ok, merci. Donc première question, donc pour mémoire, ce qu'on s'était dit sur le premier épisode, c'était on a été amené à réfléchir à pourquoi on réorganise. Ouais. Donc soit c'est pour la perte d'un marché, soit c'est pour être toujours compétitif naturellement, ou parce qu'on a l'apparition de nouvelles technologies qui amènent l'entreprise à se poser finalement la question de rapprochement d'entités. On mettra de côté des réorganisations qui sont très positives de développement pour revenir davantage sur des réorganisations où on va être amené à soit supprimer des emplois, alors à court ou moyen terme. Et cette étape-là, on va dire, elle est passée. Les partenaires sociaux ont signé. Il n'y a pas de grève, c'était formidable. Vraiment, c'est un moment, merci beaucoup. Et le lendemain, finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'une fois que l'opération a été présentée devant les partenaires sociaux, tout le monde a reçu son courrier, tout le monde va travailler ensemble. J'imagine que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est quoi les premières préoccupations ? C'est quoi les premiers dossiers chauds une fois que les courriers ont été envoyés pour dire vous allez tous travailler en même temps ? Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser à ce stade-là, et c'est encore mieux si on se les est posées avant la fin des négociations avec les partenaires sociaux. C'est quel est le nouveau cap à atteindre ? Comment on va y arriver ? Et quel sera le rôle des managers ? Parce qu'on va, je pense, parler pas mal du rôle des managers pendant cette session. Il faut avoir toujours en tête une première chose, c'est que les managers sont souvent doublement concernés par les réorganisations. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes partie des effectifs susceptibles de disparaître.
La deuxième chose, c'est qu'ils soient directement concernés ou pas, ils ont affaire à des équipes qui s'inquiètent, bien entendu, de leur sort. Il y a ceux qui vont partir, il y a ceux qui vont rester, et parmi ceux qui vont rester, il y a des gens qui se posent une question, c'est un peu comme les trains, est-ce que ce plan social n'en cache pas un autre à venir? Oui. Donc comment continuer à travailler avec cette inquiétude qu'on peut avoir en tête? Alors, pour revenir à ta question initiale, moi je dis qu'il faut s'en préoccuper avant la discussion avec les partenaires sociaux. Ce que nous, on observe chez Oasis Mobilisation, c'est très souvent, on suggère à nos clients de se préoccuper du sort des équipes qui vont partir et aussi de leurs managers. Et comme ils sont embarqués dans la procédure PSE, ils consacrent toute leur vigilance, toute leur énergie à ça. Et quand on leur parle de ça, ils nous disent, on verra plus tard. Sauf que plus tard, c'est trop tard. Oui, après l'heure, c'est plus l'heure. Après, moi, je ne sais pas comment tu le perçois effectivement, mais très souvent, je trouve que les managers sont assez peu embarqués en amont du projet et souvent aussi parce que le CODIR ou le COMEX n'a pas forcément confiance en la confidentialité du manager, en sa capacité à pouvoir gérer l'information, notamment sur des managers qui peuvent être parfois un peu jeunes et inexpérimentés. Oui. C'est vrai qu'il y a cette crainte parfois de mal communiquer ou d'avoir vraiment l'information radio moquette qui fait son œuvre et de pas réussir à maîtriser cette communication-là. Comment toi, tu le perçois effectivement parce qu'on dit il faut embarquer les managers, c'est hyper important, mais très souvent, et dans les réorgs, il y a aussi parfois des FUSAC, des choses comme ça, et il y a des choses qu'on peut pas dire, pas toujours dire en amont. Et comment toi tu perçois ça en fait? Oui, bien sûr. En fait, il y a toujours le sujet en arrière-plan du délit d'entrave. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors. Il y a une question qui se pose, je trouve que tu la poses très bien, Claire, parce que soit les dirigeants disent « je fais confiance aux managers, je vais leur donner de l'information », à charge pour eux de la relayer, de la démultiplier auprès des équipes avec loyauté, en respectant les règles. Soit je doute que les managers soient en capacité de tenir cette ligne de conduite et je retiens l'information. Mais quand on fait ce deuxième choix, on court un autre risque, c'est que sous la pression des équipes et des collègues, les managers finissent par donner des informations qui sont inexactes et surtout ils se délégitiment vis-à-vis de leurs équipes parce qu'ils n'ont aucun élément de réponse aux questions de leurs équipes. Donc si je reviens là-dessus, nous on estime toujours que quand on prépare un PSE, c'est le moment où il faut réfléchir à la façon dont on va embarquer les managers. On peut les embarquer collectivement en se mettant d'accord avec eux sur l'information qu'ils peuvent communiquer, celle qu'ils ne peuvent pas communiquer. C'est pas très difficile pour eux comme ligne de conduite à tenir puisque de toute façon, les informations circulent au sein du CSE. Il y a toute la période de négociation pour laquelle on n'a pas grand-chose d'autre à raconter. Soyez tranquilles, de toute façon, la rumeur fait largement le travail, mais je pense que c'est bien dès le début d'embarquer les managers en leur expliquant c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent dire et ne pas dire. Voilà, ça c'est le premier point. Puis après, si vous voulez, on pourra développer sur d'autres effectivement, aspects. dans ce cadre-là, c'est plus dans le cas d'un PSE, d'un délit d'entrave, de quelque chose d'assez formalisé d'un point de vue légal, mais ça peut être aussi typiquement, on commence la réorg, il n'y a pas forcément de PSE et de licenciement de prévu, mais en fait, on n'a pas pensé à l'outil ou les chiffres ou par exemple on se dit on avance et puis on se rend compte qu'en fait ça marche pas ou qu'on a mal communiqué. Moi c'est vrai qu'une réorg, moi je la vois pas forcément d'un point de vue PSE où je trouve que c'est plutôt facile de l'expliquer finalement parce que oui il y a des gens qui vont partir mais c'est typiquement pour le bien de l'entreprise, la rentabilité ou que sais-je, mais vraiment quand il y a on prend des décisions parce que parfois on sent que ça marche pas et que ça pourrait mieux marcher, mais on sait pas vraiment expliquer quel est le ROI derrière. Ça peut être compliqué. Après, la réorganisation dont tu parles, tu as la réorganisation qui a, au bout d'un moment, qui est PSE, qui est assumée. Il faut le dire. Mais effectivement, il y a le risque d'avoir de l'entrave. Et il y a la réorganisation qui est une espèce de truc banque-ballant entre un changement de stratégie et un changement de cap, dans lequel on ne sait pas jusqu'où on peut aller parce qu'on avance en marchant finalement. Exactement. Et qui n'est pas forcément toujours évidente. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, alors ça me fait penser à une situation bien précise. Un grand leader de l'industrie pharmaceutique, une entreprise qui gagne de l'argent, qui va bien,
mais qui anticipe plusieurs phénomènes. C'est des changements des changements de marché. Elle anticipe le fait que certains de ses produits phares, les fameux blockbusters, vont tomber dans le domaine public et donc ça va faire des creux de vague. Et elle se dit, il faut procéder à une réorganisation. Sauf qu'elle n'a pas à ce stade-là encore choisi entre je vais faire un PSE, je vais faire un plan de départ volontaire, je vais faire une négociation collective de type convention de reclassement collective, etc. Ils n'ont pas choisi. Par contre, ils se disent, la nature horreur du vide, si on ne communique pas, c'est la rumeur qui fera le mouvement. Donc on va décider de donner des informations factuelles, alors non seulement aux managers, mais à l'ensemble des équipes qui le souhaitent, en disant, voilà, on réfléchit à 1, 2, 3 scénarios. Dans le scénario A, ça aurait telle conséquence, scénario B, et ainsi de suite. Et on fait remonter les informations pour voir aussi comment les gens vivent le sujet et vers quoi ils s'orientent. C'est une autre façon de faire. Voilà. Non, mais ce que tu dis, vraiment, je le comprends bien dans le sens où, effectivement, il faut communiquer, même si on n'est pas sûr, et de se dire, bah voilà, il y a plusieurs scénarios, on ne sait pas encore, mais on vous tient au courant. Et moi, je trouve que ce qui manque souvent, c'est un peu cette communication de crise, où sinon la rumeur, comme tu disais, s'empare. Après, je pense que c'est aussi lié à la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire, je pense qu'une entreprise qui a l'habitude de communiquer, après communiquer, c'est un peu pompeux, ça veut parfois tout dire et rien dire, mais qui a l'habitude, on va dire, de donner de l'information. Je pense que c'est pas trop un problème d'en donner. Une entreprise qui du jour au lendemain commence à ouvrir, ça va inquiéter. Et une entreprise qui généralement n'en donne pas beaucoup, il n'y a aucune raison qu'elle en donne beaucoup plus, par inquiétude d'ailleurs, effectivement par peur de la rumeur. Souvent, effectivement, peut-être aussi ce qu'on appelle la maturité managériale, qui est aussi le même mot communiquer, qui est un mot un peu pompeux, qui veut tout dire et rien dire. Et puis, il y a parfois juste la peur, soit que les bons partent, parce que ça peut susciter de l'inquiétude, donc c'est un peu un problème. Absolument. Soit d'avoir aussi des grèves, on ne le dit pas, mais d'avoir des mouvements sociaux qui font que c'est pire. Parce que je trouve que, c'est ce qu'on disait un peu en off, je trouve que généralement, le RH, avant, on va dire que le D-Day, je trouve qu'il est quand même très, très embêté sur la partie sociale. Dans les réorganisations, j'entends, avec fusion, cession, licenciement, les deux trucs qui, en tout cas de mon expérience quand j'étais jeune et insouciant, qu'on regardait, c'était attention commerciale, vraiment attention aux clients, faut pas qu'ils partent, et alors pas de mouvements sociaux, pas de mouvements sociaux, pas de mouvements sociaux. Le reste... Oui, que Martine, franchement, oui, c'est pas très important. Et ça se dit pas, mais en réalité, la DG, elle attend beaucoup. Donc en fait, on est beaucoup focusé. Donc oui, on va regarder un peu dans un plan de changement d'organisation, le top management, parce que voilà, assez vite, je trouve que on verra, effectivement, on verra plus tard. On verra. Sauf que là, revenons à la question, on est au plus tard maintenant. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'on n'a pas traitées, on a laissé. Maintenant, il va bien falloir quand même les gérer. Donc, en termes de noms, des entreprises qui en fait étaient concurrentes, qui disaient pique-pendre, expression insuffisamment utilisée, je trouve. C'est l'alerte au boomer, non. Ça remonte au... J'aime bien. C'est l'alerte au lettré, en fait. C'est ça. Et des unes des autres. Là, on leur dit finalement, on focalise qu'elles sont formidables, donc pas non plus hyper évident. On apprend à travailler avec un manager nouveau, peut-être pour lesquels qu'on nous a posé là, pour lesquels la légitimité n'est pas acquise, parce qu'on ne le connaît pas. Donc, est-ce que dans la priorisation, est-ce que dans l'agenda HR ou dans l'agenda managérial, il y a des choses où on dit, on ne pourra pas tout faire en même temps. Il y a la formation, il y a effectivement redonner du sens, il y a la stratégie, il y a le commercial, il y a les outils, parce que, évidemment, surtout actuellement, c'est clé. Quels sont, toi, les chantiers où tu dis ça, d'expérience? Ça, oui, je sais que c'est important, mais ce n'est pas la priorité tout de suite. Par contre, ça peut sembler mineur, mais passer du temps dessus. Alors, le premier chantier, celui de l'information, je l'ai traité à travers un exemple, mais on pourra en reprendre d'autres si vous voulez. Il y a une chose quand même, avant de revenir à quelque chose de plus concret, plus pratique. Il faut qu'on ait conscience qu'on a changé d'époque. C'est que c'est pas une question de génération, c'est une question d'époque. C'est qu'aujourd'hui, on est tous plongés dans un monde où ce qui caractérise ce monde, c'est l'incertitude. C'est ce qui avant était sûr ou à peu près certain, aujourd'hui est devenu incertain. On a connu 2 événements majeurs, une crise sanitaire, on a une guerre à même pas 2000 km d'ici. Personne n'avait prévu, anticipé ces 2 phénomènes-là. Que ce soit des phénomènes décidés par les individus eux-mêmes ou une erreur microbiologique, je n'en sais rien. Mais ce monde de l'incertitude, tout le monde est plongé dedans. Les dirigeants, les managers, les équipes, voilà. Alors, si on revient sur le sujet de l'information, pourquoi je dis ça? C'est parce que
communiquons sur ce que l'on sait et acceptons qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, que de toute façon les équipes vont nous poser des questions, mais il n'y a pas de honte pour un manager ou pour un dirigeant à dire je ne sais pas quand on lui pose une question qui est difficile. La deuxième chose après, c'est qu'est-ce qui serait prioritaire versus moins important. Nous, dans ces périodes-là, mais alors on est dans la phase 2, c'est-à-dire qu'on aide les managers alors à faire quelque chose de très simple, de très concret, c'est à mener les entretiens d'annonce de suppression de postes. Ah, ça c'est important. Ouais, c'est vrai. Alors ça c'est d'autant plus intéressant à évoquer que juridiquement parlant, les managers sont absolument pas tenus de mener ces entretiens-là. Complètement. C'est bien de demander au RH de s'en occuper. Mais je suis quand même très frappé par... parce que très souvent, enfin c'est pas très souvent, systématiquement, on propose aux managers l'alternative. Voulez-vous annoncer vous-même à vos équipes ou à vos collaborateurs concernés que leur poste est supprimé, ou bien qu'il y a une mutation et qu'ils veulent devoir aller travailler ailleurs, ou est-ce que vous voulez que ce soit les RH qui s'en occupent? Ils nous disent systématiquement, non, c'est à moi de le faire. Ça veut dire que les managers... Ça a toujours été comme ça. Je vais te couper, mais ça a toujours été... Ouais, okay. C'est pas un truc nouveau. Depuis que je fais ce boulot-là, moi je le constate de façon constante. Il y a une grande loyauté des managers vis-à-vis de leur direction, mais aussi vis-à-vis de leur équipe. Ils font ce travail-là qui est quand même pas le plus agréable à faire. Non. Je suis hyper surprise que tu aies eu plutôt des managers qui soient dans ce mood-là, parce que moi c'est vrai que je le constate. Ça c'est la force, ça c'est mais de conviction. C'est la force de conviction. Mais c'est vrai que quand généralement il faut annoncer des choses difficiles, il y a des managers qui se délitent un petit peu quand même. Oui, j'allais le dire quand même, c'est assez... en tout cas, on lève un préjugé aussi des RH, où c'est toujours eux qui annoncent les mauvaises nouvelles, et finalement, c'est peut-être plus collectif, et pas tant. Je l'ai fait récemment avec 2 entreprises. En gros, c'est des entreprises qui travaillent dans la restauration pour le voyage, on va dire, ça peut être dans les aéroports, les gares, tous les relais, etc. Dans les 2 cas, ça s'est passé comme ça, mais j'ai beaucoup d'autres exemples qui permettent... Non, mais c'est top. Non, mais c'est très bien. Parce que c'est pas un exercice facile. Parce que c'est vrai que surtout quand on a travaillé, il y a un côté très émotionnel. Oui. Bon, il faut quand même préparer. On dit pas ça de manière abrupte non plus. Enfin, alors voilà, là, si on parle d'outillage, c'est peut-être pas les mêmes outils que tu évoquais à l'instant, mais si on parle d'outillage, c'est l'outillage du manager pour gérer ce type de situation, gérer les réactions que ça engendre. Donc on est sur les fondamentaux de la relation, enfin de la dimension émotionnelle de la relation. On est sur des étapes d'accompagnement du changement qui sont bien connues. Enfin, c'est dans les livres, c'est en vente libre, donc c'est pas là-dessus que je vais pouvoir assister utilement. Voilà. Et sur cette partie, donc là, toi, tu conseilles de pouvoir conduire donc des entretiens où on va annoncer que, désolé, tu seras plus là. Donc en individuel, évidemment, on peut faire ça en plusieurs, on peut faire ça en public. Et en parallèle de ça, de construire aussi, de commencer à construire des échanges en collectif, davantage aux managers de dire, attends, prends ton temps, tu connais pas l'ensemble. Donc moi, mes préconisations, c'est de donner 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en sais rien, mais en sachant qu'ils ont quand même des objectifs en général. Mais ou alors, au contraire, tout de suite de s'immerger, pour dire, tant pis, il faut y aller tout de suite et impacter votre patte directement. C'est quoi, toi, ton conseil sur ça? Alors, déjà, je reviens sur un point, c'est on voit bien qu'en fait, il faut être en capacité d'accompagner les managers individuellement et collectivement, puisque eux-mêmes vont mener des actes collectifs et individuels. Ça veut dire que certaines sessions vont passer par des ateliers de travail, où on va partager des pratiques, donner un minimum d'outils. Notre règle, c'est un tiers d'outils, un tiers d'exercices, un tiers de mise en situation réelle. Et puis ensuite, quand on parle de l'accompagnement individuel, on pense beaucoup plus à des actes de type coaching, mentoring, pour aider individuellement les managers qui sont les plus exposés, soit parce qu'ils ont beaucoup de gens auxquels il faut faire ce type d'annonce, soit parce qu'ils sont eux-mêmes un peu en difficulté par rapport à ça. Tu parlais mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Tu parlais de la réorg aussi d'un point de vue création de nouveaux jobs ou mutation. Dans ces cadres-là, est-ce que les managers sont toujours bien outillés pour accompagner sur ces changements? Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais je ne suis pas certain non plus d'avoir la bonne réponse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai une situation en tête. C'est une mission que je mène actuellement. On est exactement à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire. C'est une entreprise qui va bien, gros site industriel installé en province, filiale d'un des leaders mondiaux dans ce secteur d'activité. Et le projet, c'est d'ici 3 ans, c'est doubler de chiffre d'affaires, de production et d'effectifs.
c'est que des bonnes nouvelles. Oui, apparemment, oui. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'avec mes collègues avec lesquels on intervient sur ce projet-là, c'est qu'on se heurte à peu près au même niveau de résistance que si c'était la situation inverse. C'est que si on divisait par 2, on aurait, à notre avis, pas plus de résistance qu'en multipliant la situation par 2. C'est-à-dire que là, ce qui fait peur aux gens, c'est le fameux inconnu. Et là, les managers sont concernés. C'est-à-dire, est-ce que je serai à la hauteur ? Parce que grosso modo, il faut que je monte d'un cran. Il faut que je sois moins il y a le dans côté l'opérationnel. Performance qui augmente. Voilà, et je pense que là, on commence. Je dois plus me mettre en position de pilotage qu'en position de coproduction. Je vais devoir mener des actes de management que je ne l'ai pas, etc. Il va falloir que j'embarque mes équipes sur le nouveau cap. Et là, alors, quelles sont les solutions pour les accompagner dans ces cas-là ? Alors, en premier, on pense à la formation. Oui, c'est souvent ce qui vient en tête. Oui. Voilà. Nous, on se dit que c'est bien d'avoir un premier ancrage avec la formation sur des actes clés, mais que c'est pas suffisant pour que les gens les mettent en application. Bien sûr. Donc, on ajoute à cela souvent des ateliers de co-développement, de partage de pratiques, ce qu'on appelle souvent le partage de pratiques. Et puis, on va ajouter aussi des outils, par exemple des applications qui vont leur permettre sur le terrain d'ancrer leurs bonnes pratiques, c'est-à-dire de se challenger entre eux sur des défis qu'on va leur donner toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, de manière à ce que ça devienne une habitude et que ce ne soit pas juste quelque chose que j'ai appris en formation. Et ça t'arrive dans ces cadres de réorg avec les managers de recommander à l'entreprise, je ne sais pas si tu peux répondre, mais de se dire ce manager n'est pas qualifié pour conduire ce type de réorganisation et de conseiller justement une réorganisation, mais au niveau du management, voire du plus haut management, la direction, etc. Bien sûr que ça arrive. Soit parce qu'on le constate, soit parce que l'entreprise nous demande aussi d'avoir une certaine vigilance sur les capacités de chacun. Oui, ça arrive et on le fait. Mais on le fait dans le respect des règles d'éthique, c'est-à-dire qu'on veut sécuriser le manager dans un poste où il se trouve aujourd'hui, quitte à lui annoncer qu'il ne pourra pas accéder à un poste sur lequel il se projette. Et puis, ou bien, plan intermédiaire, on va prévoir une montée en compétences plus longue que pour les autres, passerelle plus longue que pour les autres managers. Ça veut dire qu'en général, c'est un peu une généralité, mais vos missions, elles peuvent être de combien jusqu'à combien ? Le plus court que tu as pu faire en intervention dans une entreprise jusqu'à la durée la plus longue dans un contexte de réorganisation, j'entends. Alors, j'ai fait une mission de 2 heures pour un client. C'est vrai. C'est ultra synthétique. J'ai fait une mission de 2 heures pour un client qui s'est dit à un moment donné, mince, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Au moins, on fait une réunion de 2 heures où Aziz nous explique tous les trucs qu'on aurait dû faire et tous les trucs qu'il faudra faire après. Donc ça, je m'en souviens très bien. Et puis, on est parfois embarqué sur des missions qui vont durer entre 1 et 2 ans. C'est rare que ça aille au-delà. D'accord, mais 2 ans déjà, c'est déjà une longue réorg. J'imagine que c'est pas forcément lié à la taille. J'imagine c'est peut-être la complexité qui va. C'est la complexité, parfois multisite ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ou des cultures peut-être totalement très très différentes. Alors ça, c'est ça qui prend le plus de temps. C'est réussir la dimension culturelle des réorganisations. Là, par exemple, on est dans les fusions. Si on rapproche 2 systèmes d'information, si on regroupe 2 équipes, enfin 2 divisions, etc., on peut mettre en place les process qui vont bien, si on a bien posé le diagnostic en amont. On peut faire des ateliers d'harmonisation de pratiques, mais avant que ne se crée une nouvelle culture, il faudra du temps. Et là, en général... et je trouve que très souvent, le problème dans ces fusions et ce type de rapprochement, c'est qu'on oublie la dimension, comme tu dis, de culturelle, mais au-delà de ça, c'est qu'on a du mal à se remettre en question, je trouve. C'est que l'entreprise qui rachète, généralement, il y a toujours un peu un leader dans les négociations, toujours. Même lorsque c'est une fusion, on va pas se mentir. J'ai un peu abordé le sujet. Toujours. Ouais. Oui. Et du coup, en fait, il prend le lead, il prend le pas, il a sa vision, il a ses outils, il a déjà tout ce qui est installé en termes de process. Et très souvent, on avance, on se rend compte que ça marche pas, parce qu'il y en a plein aussi qui ne réussissent pas leur process d'achat. Alors, on a mis, je sais pas, 70 millions sur la table et on se rend compte que ça marche pas, c'est quand même un petit peu bête. Mais de prendre un pas de recul et se dire, en fait, les mecs, ça fonctionne pas, on arrête tout et on se remet en question. J'ai l'impression que quand on démarre la conduction d'une réorganisation, il est très difficile pour le top management ou même les équipes projets de se dire, ouh là là, on est en train de faire n'importe quoi, on a 40% de turnover dans nos équipes qu'on vient de racheter, enfin, stop, on se repose et on prend du recul, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est majoritairement plus sollicité sur des projets qui ont déjà commencé, sur lesquels il faut éventuellement infléchir, corriger un peu le tir, que sur des projets qui vont commencer, sur lesquels on peut aussi
en concertation avec les équipes dirigeantes et les managers, préparer le plan. Un peu en pompier, finalement. Un peu plus en pompier qu'en... Parce que tu as aussi des enjeux financiers. C'est-à-dire que généralement, quand tu fais un rapprochement d'entités, que ce soit interne ou extérieur, tu as aussi projeté une rentabilité ou tu as projeté un ROI finalement. Donc, l'effet de se dire, il va falloir poireauter 6 mois, 8 mois, 9 mois, qui va se permettre de le dire au DG pour dire vous allez rire, en fait on n'a pas tenu compte de ça. En général, quand tu le mentionnes, en codir, c'est rare. Mais on connaît maintenant les impacts humains de ce type de choses. Et moi, je trouve ça fou qu'en 2023, on n'ait pas compris que les pertes, les coûts de formation, de réonboarder, de recrutement... mais on va considérer que c'est ton travail. C'est dur, hein. Oui, mais c'est plus important que finalement de se dire on prend un step back et on n'y va pas tout blinde. Oui, mais si tu perds des clients parce que tu as perdu tes salariés de l'entreprise qui vient d'être rachetée, qui ont des gros clients qui fonctionnent en vase clos depuis des années, et si tu as des gros contrats qui périclitent à cause de ça, finalement, tu perds tout. Sur le fond, tu as raison en soi. C'est vrai que sur le fond, de fait de... Là, c'est jamais évidemment d'un coup sec, mais si ça arrive... Moi, de ma petite expérience, il faut des responsables. C'est rare, moi, désolé, mais c'est rare que le CEO dise « Ok, mais à coup de pas, pour moi, ça n'arrive pas. On va très vite descendre en bas. Et c'est un problème. Oui, mais lui, je savais bien qu'il y avait un doute sur il n'est pas bon. Il faut des responsables nominatifs. Je trouve que c'est compliqué d'avoir des warnings autour de la pièce, surtout parfois quand tu as des organisations. Alors, je ne parle pas des organisations le sens laisse perplexe. Il y en a certains, franchement, que tu comprends pas bien. Non, mais il faut se dire ce qui est. Tu te dis, là, ça n'a ni queue ni tête, donc c'est quand même étonnant. Pour d'autres, vraiment, il y a un fondement business. Chacun est aussi dans un rôle politique, c'est-à-dire que quand tu fais une réorg, chacun se place. Enfin, faut pas se voiler la face non plus. Quand tu es au top management, c'est très politique. Chacun essaie de défendre. Et désolé, c'est un peu la palme à celui qui veut augmenter de périmètre. Je parle même pas au niveau de rémunération, mais augmenter de périmètre, augmenter de responsabilité, c'est déjà ça. Et tu dois montrer que t'as des muscles. Oui, mais en même temps, si ça foire, si finalement le ROI est nul et que tu as racheté une boîte et qu'en fait ça te coûte plus d'argent, je suis d'accord. Là, t'as beau être placé, au bout d'un moment. Le but du jeu, ça va être trouver les responsables. Oui, okay. C'est l'équipe projet. C'est celui qui est tout en bas. Enfin, c'est rare. C'est pas à chaque fois, mais c'est souvent quand même en bas que ça va se décider. Où il faudra effectivement un responsable. Ça veut pas dire que la personne elle est dupe, mais c'est plus difficile. Après, il y a peu. Je pense que quand il y a un prestataire, un partenaire extérieur et vraiment extérieur, je pense que lui peut se permettre un peu en toute objectivité, parce qu'il n'a pas de lien entre guillemets. Il n'est pas émotionnellement tenu. Donc c'est plus facile de dire voilà, objectivement, on devait faire ça, on est là. Et là, le CEO peut dire effectivement, je ne crois pas, quel est votre vision des choses. Et en toute objectivité, il peut dire là, on a été un peu en décalé sur ça, là sur ça, c'est vrai qu'on est très en avance. Bon, je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un partenaire extérieur, d'avoir aussi cette authenticité de discours. Oui, c'est ça, c'est aussi bénéficieux du retour d'expérience de ce qu'on a pu faire par ailleurs. Encore une fois, c'est ce qu'on constate, c'est que c'est difficile. C'est difficile de rentrer dans le process d'une réorganisation si ça n'a pas été prévu avant, ou bien on se retrouve plutôt en aval pour récupérer, essayer de corriger les choses qui ont pas bien fonctionné. Moi, j'aime bien insister sur une chose, c'est les managers en période de réorganisation, avec ou sans PSE. Toutes les réorganisations, comme tu l'as dit, n'aboutissent pas à des suppressions d'emplois. Un manager, il a 3 rôles. C'est d'abord donner le sens de la réorganisation ou le sens du nouveau projet. Donc il va falloir qu'il explique aux gens pourquoi on met ça en place, mais c'est le pourquoi qui se divise en 2 mots. C'est pourquoi, ça c'est quand on a des causes qui nous ont amené à, et le pourquoi, c'est vers quoi on veut aller. La deuxième chose, c'est il doit piloter, sécuriser la continuation de l'activité. Comme on dit, pendant les travaux, la vente continue. Donc on est dans cette période de transition où y a des gens qui commencent à être un peu moins productifs, il y a plus d'absence, il y a plus d'absentéisme, je voulais dire, il y a des gens qui sont en arrêt maladie, etc. Il faut continuer malgré tout. Il faut que le manager y croie aussi au discours et soit fondamentalement convaincu, parce que sinon il fait le travail inverse en fait. Oui, ou c'est pas incarné, quoi. Ouais, effectivement. Et la troisième chose, c'est qu'après, il doit, c'est son rôle aussi, c'est accompagner ses équipes vers le nouveau projet, au sens remonter le moral des troupes, j'allais dire remobiliser. Ouais. Donc, ces 2 phases-là, continuer l'activité pendant la phase de transition et rebondir sur un projet sont les choses
assez difficile à faire. Et là, je pense que le rôle d'Oasis ou d'un confrère est extrêmement important quoi, dans ces moments-là. Et du coup, tu conseilles, toi, de faire, par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais des points toutes les semaines entre managers pour qu'ils remontent un peu leurs difficultés, leurs sujets, ou de faire un point avec le RH toutes les semaines ou tous les mois. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est peut-être une idée complètement naze et non, mais faut dire ce qu'il y a. C'est quoi ta préco sur la bonne idée, la bonne idée, en tout cas celle qu'on a expérimentée et qui produit vraiment du résultat, c'est de réunir, comme tu le suggères, très régulièrement les managers entre eux, faire le point sur leur activité et sur les difficultés et les solutions qu'ils ont mis en place. Okay. Donc on est plutôt dans l'idée de partager ces pratiques de façon très concrète. Hein. On fait pas de théorie à ce moment-là sur la transformation ou le changement. Ça marche bien. On y adjoint aussi, notamment pendant cette période de reconstruction et de redémarrage, on y adjoint aussi des solutions de type coaching pour les managers qui ont besoin d'aide, mais je crois que j'en ai déjà parlé un tout petit peu. Non, mais c'est bien d'ancrer. C'est important. Ouais. Et finalement, la place du RH dans cette phase-là, il n'a pas besoin. on parle mais lâchons les mots. Tu as raison, on n'a pas parlé de. On parle de communication, on parle de business, le fait de maintenir quand même une activité où je pense pas que naturellement on va se tourner vers le RH. En communication, je pense pas non plus. On n'est pas réputé pour être les meilleurs communicants. C'est même plus eux qui annoncent les mauvaises nouvelles. Finalement, est-ce qu'il est un peu trop fatigué de l'étape précédente? Du coup, il se repose avant. Non, il est parti. L'étape suivante, il est peut-être déjà parti. Tu me diras aussi. Finalement, voilà, comment se. Alors j'ai une bonne nouvelle, Pierre. On se repose. Nous, on voit le RH de deux. On a deux regards sur le rôle du RH dans cette période-là. D'abord, c'est un membre du comité exécutif ou du CODIR qui participe aux décisions, qui donne son avis et son éclairage. Donc de ce point de vue-là, tout au long de la démarche, le RH a un rôle extrêmement important à jouer parce que c'est aussi un lanceur d'alerte avec les autres membres du CODIR. Et puis, nous, en tout cas dans nos missions, on a ce double travail collectif avec le CODIR et en individuel avec le RH pour piloter les actions au cas par cas, bien entendu. Notamment quand c'est des actions de formation ou d'accompagnement. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Et après, justement, pour sauter sur la question qui vient d'être posée sur la partie RH, on imagine bien que quand il y a des rapprochements d'entités ou des rapprochements de sociétés, on a des pratiques qui sont régulièrement dissemblables. Ouais. Que ce soit des politiques de gestion, évidemment, de jours de congé, des politiques de gestion de management, d'heures, évidemment, qui doivent arriver, des gestions d'outils. Des avantages salariaux et des ranges salariaux différents. Qui sont totalement différents, des intitulés de postes qui ne sont pas les mêmes, certains très créatifs, d'autres pas du tout. Donc évidemment que tout ça, c'est anticipé pour des raisons de coût, mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est bon, c'est calculé, on se dit voilà, le budget, bon. Comment on fait? Est-ce que d'un coup sec, on dit on va tout emmener en même temps? Est-ce qu'on se dit non, dès qu'on est sur des réorganisations au-delà de, je veux dire, une ânerie, mais de 50 personnes concernées, il faut au moins se donner 6 mois, 8 mois, 1 an raisonnablement pour initier les chantiers parce qu'il y aura évidemment la législation qui tombe, on a les négociations qui continuent leur vie pour que ça puisse stretcher ou même plus longtemps que ça. Pour que ça se fasse de manière un peu plus smoothie. Si on dit smoothie d'ailleurs, smoothly, on va vendre des mots, après pique-pendre. Pas de verbatim anglaise. Alors, j'ai une précision. En ce qui me concerne, je ne suis pas un spécialiste des aspects RH en période de réorganisation, de fusion. C'est-à-dire si par exemple, il faut harmoniser 2 systèmes de rémunération, 2 systèmes de gestion des congés, etc. Est-ce qu'on va faire le mieux disant ce que j'ai remarqué, c'est que en général, tant que ces sujets-là ne sont pas réglés, le plan de réorg n'est pas lancé auprès des équipes parce que comme les RH s'attendent, anticipent énormément de questions là-dessus. Donc tant qu'ils sont pas clairs sur la réponse, on n'y va pas. Et puis c'est le nerf de la guerre pour les salariés, leur REM, leur poste, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel type de carrière aussi. Pour qui ils vont travailler. Exactement. Bien sûr, un salarié il s'intéresse à la stratégie de sa boîte, mais une fois qu'on lui a répondu à cette question-là, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence pour moi tous les jours. C'est clair. Mais c'est même est-ce que je change de bureau, est-ce qu'on change la configuration de l'équipe. Là, on a travaillé avec un client qui a radicalement changé son organisation. On est parti d'une organisation par région classique avec des agences un peu partout en France, et on passe à une organisation sur 3 lignes de produits. C'est l'équivalent d'une SS2I aujourd'hui. Et en fait, quand on a fait on a fait tout l'embarquement avec les managers, les présentations avec les équipes, les seules questions qui remontaient,
C'était et est-ce que le Yuka, je peux toujours le garder à côté du bureau? Est-ce qu'il faut que je change de place? Est-ce que mon manager c'est toujours le même? Est-ce que je change de badge? C'est des questions comme ça et il y a rien d'ironique. Souvent plus des questions. Enfin, moi je me rappelle, j'avais eu une question, je m'attendais absolument pas. C'était quand est-ce que se déroule le virement de paye? Est-ce qu'on est payé au début du mois ou au fin du mois? Mais on est vraiment sur des questions très très pratico-pratiques où en fait on s'attend plutôt à avoir des questions, alors je dirais pas non plus pas philosophiques, mais plus stratégiques, où on s'attend à avoir un peu plus de curiosité à ce niveau-là, et en fait on tombe sur des questions où, quand est-ce que je vais te payer, c'est terre à terre, quoi. Okay. On a des questions plus philosophiques si on change le contenu du travail, si on change l'équipe et le management. Si on touche pas à ces trois choses-là, en général, le reste, c'est ça qui les intéresse. Surtout que généralement, quand il y a des fusions, on essaye aussi, autant que faire se peut, pour éviter d'avoir aussi le CSE sur le dos, de pas changer les avantages salariaux ou les postes de manière à amoindrir soit les responsabilités de quelqu'un, soit le package salarial. Enfin, c'est quand même normalement fait en bonne intelligence pour qu'on se retrouve surtout à ce niveau-là. Surtout au début. Moi, je trouve que le culture clash, les changements drastiques de process sont plus des pain points que vraiment le merge la fusion des avantages, parce que ça, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est prévu en amont et on trouve un accord. Enfin, si ta mutuelle, elle est moins bonne, oui, tout à fait. C'est négocié avec les partenaires sociaux, l'intégralité des avantages. On peut pas sortir du bois tant qu'on n'a pas réglé ces questions-là. Non. Après, ça va aussi peut-être, excuse-moi, mais ça va peut-être aussi dépendre de qui rachète qui. Est-ce que c'est pas un grand groupe international qui débarque et qui va juste racheter une petite PME? Enfin, il y a aussi ce côté-là où les deadlines ne sont pas, enfin les délais, sont pas du tout les mêmes, et on attend peut-être beaucoup plus de réactivité, de rapidité sur la filiale qui va racheter. Je pense qu'il y a aussi ce niveau-là qu'on doit aussi prendre en compte, et on va arriver sur des points où... Oui, mais tu vas garder des avantages salariaux, par exemple, si ils ont 30 jours de congé au lieu de 25, même si c'est la petite boîte qui se fait racheter, il y aura quand même une période de transition où il va être difficile de toucher aux acquis. Ah ben légalement, oui, il y aura... Tu sens que tu peux pas les sortir... tu peux faire, pas que du mieux 10 ans, mais presque. Après, si tu fais des comparaisons, c'est vrai que tu pousses très 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 loin et ça bouffe un temps infini au RH, parce que quand tu as des collectivités différentes, tu rentres dans un niveau de détail. Le jour de l'enfant malade, parce qu'alors ça dépend si c'est paxé, tu es dans une blague. Donc tu passes un temps infini dans des détails avec des pages et des pages et des pages et des pages. Et c'est vrai qu'au début, moi ce qui m'a frappé, c'est que le truc commence et la DG, pour elle a déjà passé à autre chose, quoi. Les gens disent mais c'est bon, ça se déroule. Et alors, effectivement, les questions étaient très, très techniques. Et le but du jeu, parce que ça les amuse beaucoup, c'est comme quand tu as plusieurs établissements, voir ta réponse. Voilà, c'est marrant, ils n'ont pas dit ça dans l'établissement là-bas. Ah, c'est marrant, on va parler sur ce coup-là. C'est rigolo. On va peut-être faire des calls. Et après, on avait compris le coup. Il fallait quasiment plus rien dire. C'est quoi les questions qu'ils vous ont posées ? Et ça faisait un peu le tour de France, et on essaie quand même d'harmoniser. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, surtout sur les partenaires sociaux qui sont un petit peu des coquins, ils essaient de trouver parfois la faille ou le truc où tu dis, t'as envie de dire, ça c'est bon quoi, laisse pisser, franchement. Non, évidemment, on peut pas dire ça comme ça, sinon on a un clash. Donc c'est vrai que le quotidien est très terre à terre, et en même temps en centrale on est déjà surtout qu'on est sur des grosses réorganisations, on est déjà dans le plan qui s'interface. La finance est au taquet parce qu'elle doit revoir les objectifs, elle analyse, des chiffres sont parfois pas comptabilisés de la même manière, on s'aperçoit parfois qu'il y avait des provisions, enfin tout ça, en fait ça ressort finalement, et après je trouve que chaque organisation joue un peu sa partition dans le jeu. Bon, après c'est vrai que ça dépend quelle entité qui a été rachetée, ça dépend de la rapidité, les nouveaux outils, il faut se familiariser. Bon, parfois on se rend compte que certains, tu sens que ça va être long quand même, faut dire ce qui est, donc surtout c'est pas gagné. Ils ont développé des trucs en interne et que tu te dis mais il y a des trucs qui existent sur le marché qui sont vachement mieux. Pourquoi vous êtes fait chier à aller développer un outil en fait où tu vas mettre 18 jours pour faire tes notes de frais au lieu de 5 minutes? C'est pas toujours très efficace. On revoit aussi toutes les procédures, c'est-à-dire toutes les procédures qui existent, les procédures qualité, les procédures sécurité, les procédures financières. Tout doit être écrit. Pas tout réécrit, mais disons que ça prend du temps, il faut le faire accepter. Et je dirais que du coup ça va être une bonne question, une bonne transition. Bonne question, j'en sais rien, mais enfin, il y a forcément dans un contexte des gens qui sont quand même, disons le mot un peu chafouin. Des gens dont on sait très clairement que non seulement ils vont pas porter la réorganisation, mais comment dirais-je, ils vont y mettre un malin plaisir à être hyper bloquant et chercher la petite bête qui va être la question. Il y a 10 personnes autour de la pièce, la question posée, tu sens que tu n'as pas vraiment la réponse, et les gens te regardent pour dire qu'est-ce qu'il va répondre. Et donc ça, c'est vrai que comment on traite finalement quelqu'un qui à un moment donné
est complètement à côté de la plaque ou qui va vraiment être un empêcheur de tourner en rond, et comment on le détecte. À partir de quand il faut se dire, là, on n'est plus uniquement dans quelqu'un qui n'a pas compris. On est dans quelqu'un qui va clairement plus jouer le jeu, qui va poser un problème. C'est quand c'est au bout d'une heure de... c'est au bout de 3 mois. C'est au bout de 3 mois, 6 mois, c'est quoi le... Je te remercie d'avoir rallongé la question, ça m'a laissé le temps de réfléchir à la réponse. Mais il y a un point que j'aime beaucoup, c'est à partir de quand on peut imaginer que cette personne-là ne cherche pas autre chose que de chercher querelle, comme on dit. Moi, j'ai toujours en tête ces 3. 3, c'est quand la personne te pose à peu ou prou 3 fois la même question à laquelle tu as déjà répondu, c'est que son intention n'est pas de comprendre, mais de nuire. Enfin, en gros. Oui. Non, mais c'est un bon type. Après, comment prendre en compte ce genre de comportement ? Moi, évidemment que ça n'ouvre pas le champ disciplinaire parce qu'elle a le droit de poser toutes les questions et de les poser X fois. Par contre, ça laisse la possibilité pour le manager ou un RH, etc., de recevoir cette personne en individuel et de lui exprimer en quoi son comportement finalement ne bénéficie à personne. Pas constructif. Bah oui, c'est ça. Il faut que cette personne-là soit consciente que si elle recommence l'exercice encore 3 fois, donc 3 fois la même question répétée 3 fois, ça veut dire que même ses collègues à un moment donné vont se désolidariser d'elle, parce que nous on le voit, on l'entend aussi bien au sein du CSE, mais même aux abords, j'allais dire, du CSE. Il y a toujours des gens qui se donnent comme pour mission ils pensent qu'en posant beaucoup de questions, en mettant beaucoup de bâtons dans les roues, ça empêchera le plan de se dérouler. Ce qui n'est pas vrai. Et plus ils insistent, plus finalement ceux qui au début voyaient en eux un sauveur, un leader, se désolidarisent parce que c'est contraire à leur propre intérêt. Si on fait durer une procédure, une négociation trop longtemps, il y a des gens qui n'en peuvent plus parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir au bout du compte, qu'est-ce qu'ils auront dans le paquet. Je suis d'accord, mais en même temps, pour les RH, ça rend la tâche d'autant plus difficile, notamment les RH qui sont dans les relations sociales, parce que parfois, effectivement, on a des gens au CSE qui représentent aussi les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette réorganisation. Et du coup, ça amène énormément d'inertie, je trouve, dans les comités, enfin, dans les, que ce soit les instances de manière générale et dans la façon dont on communique. Et donc, effectivement, il va peut-être... Ces équipes vont peut-être se désolidariser et le mettre un petit peu de côté, mais en même temps, je trouve que ça complexifie grandement le travail de la RH derrière, qui doit gérer ces individus-là. Et comme tu disais, comme ça n'ouvre pas de place au disciplinaire, à part lui dire « nous avons des facilités en ce moment en termes financiers de départ », c'est quand même compliqué de se retrouver avec quelqu'un qui est complètement dans c'est compliqué, c'est pénible et... Enfin... À date, moi, j'ai pas trouvé de solution. Non, bien sûr. Non, on va pas. Il y a des solutions, mais on les partagera pas ici. Rémi, tu peux couper, s'il te plaît, je vais expliquer. Est-ce que tu dirais que avec le télétravail qui là se généralise, dans le cadre d'une réorganisation, ça va, selon toi, alors c'est un peu tôt encore, mais complexifier parce que les gens loin, donc c'est plus difficile de porter, ou au contraire facilité parce que les gens un peu moins présents émotionnellement, donc un peu moins dans l'opposition. Selon toi ou selon le ressenti que tu peux avoir, c'est quoi ta grille de lecture à ce stade ? Allez, super question. Les deux, mon capitaine. On va s'arrêter là. Je pense que le télétravail dans une organisation qui change, ça a plusieurs avantages, mais on l'a observé aussi dans des organisations qui ne changeaient pas. Premièrement, en gros, les gens... alors, si on regarde l'observatoire du management qu'on a mis en place chez Oasis dès sa création en 2010, Oasis Mobilisation, on interroge tous les 2 ans 1500 salariés en France, la moitié manager, la moitié non manager. Sur le télétravail, ils nous disent en gros, on gagne en productivité. On est seul, on est beaucoup moins perturbé. Ça va très bien, on perd pas de temps pour aller au boulot, pour en revenir, etc. Donc on produit mieux. Et quand on pose la question en miroir au manager, ils disent oui, effectivement, on a des gains de productivité. En miroir de ça, l'entreprise, elle se dit, moi j'ai un gain, c'est parfois un gain de coût fixe, puisque je peux réduire la surface, je passe en flex, etc. Toutes choses que vous savez très bien. La deuxième chose que les collaborateurs nous disent, c'est je gagne en autonomie.
C'est-à-dire que je peux prendre je peux prendre des décisions à mon niveau sans perdre trop de temps à demander à un tel ou un tel. J'ai été mis en situation de devoir le faire pendant la crise sanitaire et j'ai appris du coup à le faire dans des situations normales. Donc je gagne en autonomie. Le troisième avantage, c'est j'ai un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée parce que je peux prendre sur mon temps réputé de travail dans l'espace qui m'est imparti, 8h, 18h par exemple. Je peux très bien organiser un rendez-vous chez le médecin ou emmener ma fille chez le médecin aussi. On est très médecin. Faire une lessive. Voilà. Donc, je suis plus productif, on a meilleur équilibre, etc. Mais, alors, en période de réorganisation, il y a une chose qui est sûre, c'est que le télétravail, c'est pas la solution. Parce que sinon, il suffirait de basculer tous les postes éligibles au télétravail en full remote, puis on est tranquille. Le premier inconvénient, c'est qu'on le voit bien, c'est que ça détériore la relation sociale. L'esprit d'appartenance, l'esprit de groupe, c'est difficile de s'entendre avec des gens qu'on ne voit plus. Loin des yeux, loin du cœur. Je suis désolé, c'est un vieux proverbe, mais ça reste d'actualité. Et puis si on n'est pas content, on a peut-être moins tendance à accepter la réorg. On va se dire, bon, ok, l'herbe est plus verte ailleurs. De toute façon, je suis en full télétravail. Mes collègues, je les vois peu, potentiellement, je pourrais trouver quelque chose qui correspond. Exactement, ça affaiblit le collectif, l'appartenance à l'équipe, mais ça affaiblit aussi le lien qui relie l'entreprise et son collaborateur. Plus susceptible de bouger du jour au lendemain, s'il a une autre proposition, en plus il y a une réorg, ça me saoule, je m'en vais. Et puis il faut être prêt à communiquer aussi, si tu fais par exemple, je sais pas, des bimensuels ou des mensuels où tu donnes des informations sur la réorganisation, c'est un petit travail logistique quand même d'avoir des gens un peu partout. C'est pour ça. Où il faut qu'en qualité audio, qualité des intervenants, qu'on disponibilité, ait ne serait-ce que qu'on ait vraiment une uniformisation. Tu vois pas la réaction dans une organisation. Je pense que la réaction humaine aussi, tu as des gens, c'est bête, mais un regard, alors je vais pas faire de la psychologie de bazar, mais tu vois bien la personne qu'elle est un peu résistante ou voilà, en visio, il suffit que tout le monde en plus ait planqué sa caméra, t'es tranquille. Il y a quelqu'un ? Non ? Ça intéresse quelqu'un ? Vous avez des questions ? Des questions ? Vous êtes sur mute tous ? Je trouve que ça va se poser forcément. Exactement. Je parle même pas des entreprises, une qui aura une culture très présentielle, autre très télétravail. J'en suis même pas là. Oui. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est le côté comment on appréhende aussi le télétravail. Oui, dans une. Moi typiquement, on a fait une réorganisation sur le premier jour confinement il y a 2 ans, une entreprise on va dire internationale versus une petite PME avec la culture qui est totalement différente des deux côtés, se retrouver en télétravail subi pour le coup parce que on n'imaginait absolument pas le télétravail 2 jours avant. Pour créer en tout cas une culture d'entreprise à distance, ça n'a pas été simple. Déjà que c'est pas simple, pas à distance. Alors de faire de l'émulation à distance, c'est vrai que c'est plus difficile. Et en même temps, tu t'imagines, tu peux pas non plus retirer cette essence même. Si tu as une boîte que tu rachètes qui a énormément de développeurs, qu'on sait beaucoup plus télétravailleurs, etc. Tu peux pas leur dire revenez tous au bureau parce que c'est comme ça qu'on va créer de la culture. C'est pas possible en plus. C'est pas possible. Et on a limite surtout tendance à surcommuniquer pour éviter, pour garder un peu le lien. Et en fait. Après, il faut essayer de trouver peut-être des outils ou des façons de communiquer mieux tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Il y a eu d'autres études de menées sur le sujet parce que là, ce que je vous dis, en gros, c'est les questions qu'on pose aux gens sur leur vécu du télétravail. Bien sûr. Mais c'est de la perception. Il y a des études d'observation qui ont été menées et on se rend compte que le télétravail a peut-être un frein à ce qu'on appelle l'exploration. On définit l'exploration par rapport à l'exploitation. L'exploitation, c'est les tâches que nous sommes amenés à accomplir au quotidien. C'est les tâches habituelles, routinières. Ça fait partie de notre job à chacun. On fait les trucs, voilà. Ça, c'est l'exploitation. L'exploration, c'est ce qu'on fait pour préparer l'avenir. C'est les projets qu'on déploie, c'est les recherches qu'on fait pour l'innovation, la créativité, etc. Faire travailler ensemble des gens qui sont à distance sur des tâches d'exploration, c'est difficile et c'est même beaucoup moins pertinent que si on le fait en présentiel. Il y a des moments, alors je dis pas qu'il faut être en permanence ensemble comme une ruche qui sera en train de produire son futur bijou, mais son futur nectar, pardon, mais il faut se garder les moments où on travaille vraiment ensemble, côte à côte, parce que dans la création, il y a de l'interaction entre les individus et l'interaction suppose qu'on se connaisse. Moins on se voit, moins on se connaît. Plus c'est difficile de s'accorder. Donc cette notion-là qui est peut-être moins mesurable à court terme
terme pour les organisations doit être un point de vigilance à moyen long terme. Du coup, en cas de réorganisation, le présentiel est quand même beaucoup plus privilégié que la facilité du distanciel. Si tu veux recréer les équipes, les embarquer sur de nouveaux projets, tu seras plus puissant. C'est important d'en parler parce que je pense qu'on a toujours tendance, et surtout dans le cadre de réorganisation, plaçant plutôt l'innovation comme le cœur de la réorganisation, on aurait tendance à se dire full remote pour tout le monde, allez hop, on change le logo de l'entreprise et hop, c'est fini, on a terminé et finalement on se dit que ça peut passer. Tu gardes ta performance, mais tu n'as plus du tout d'esprit d'unité et d'entreprise, quoi. Après, ça peut être un choix aussi. Oui, puis c'est vrai que les ateliers, les workshops, notamment pour mettre en place cette réorganisation, j'imagine bien, bon, je l'ai pas expérimenté, mais j'imagine bien que c'est plus difficile quand machin te dit, alors moi c'est le lundi, moi c'est le mardi, voilà, je pense que foncièrement, quand ils travaillent depuis 10 ans ensemble, bien sûr, la question se pose beaucoup moins, mais quand 2 personnes ne se connaissent pas, ou 20 personnes ne se connaissent pas ensemble et ne se voient pas du tout, surtout au début, ou se voient une fois tous les mois, j'imagine que c'est... Peut-être obligatoire ces moments de partage d'ateliers, parce que quand tu as des gens sur place, des gens à distance, il faut faire revenir, même si les gens sont pas... Il faut avoir un budget, je pense, à louer pour qu'il y ait des déplacements, surtout quand c'est, par exemple, un rapprochement de boîtes qui sont pas dans le même lieu, ou alors qu'il y a pas mal de gens un peu partout. C'est bien, je pense, d'allouer un budget qui permet aux gens de se retrouver dans un lieu commun. Pour pouvoir justement avoir ces ateliers, etc. Parce que tu pourras pas changer la nature même des entreprises en disant maintenant tu viens tous les jours au bureau à Paris. Non, mais oui. C'est pas possible, mais d'essayer de trouver, d'avoir un budget en tête en se disant ça va peut-être nous coûter 100 000 balles, mais une fois par mois, on fait un truc pendant 3 jours et on échange. Oui, mais j'ai remarqué certains de mes clients qui mettent en place aujourd'hui ce qu'ils appellent les day in. Tous les collaborateurs d'une direction ou d'un service sont tous présents le même jour. Le dimanche. Alors ça jette un froid, mais ils sont... Sauf que j'ai vu aussi des entreprises qui se sont retrouvées en difficulté à cause de ça, parce qu'elles ont voulu imposer, entre guillemets, ce day-in, qui est en soi... l'intention est excellente. Quand tu tombes le vendredi, sauf qu'elles n'avaient plus la surface suffisante pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. C'est le risque. Non, mais c'est vrai, ou alors c'est chaud, c'était le département qui a systématiquement le vendredi. Il faut tourner un peu. Parce que, les mecs, ils sont à voir. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Écoute, nous on a aussi d'autres questions. Il y en a une à laquelle on a répondu un petit peu déjà, c'est comment on fait face à la résistance au changement des collaborateurs. On a parlé dans le cas de quelqu'un qui est vraiment potentiellement dans le dur, qui n'a pas envie, etc. Mais il y a aussi plein de collaborateurs, tu le disais, même quand c'est pour du bien, qui ont du mal sur ce changement-là. Donc comment on accompagne au changement et qu'on fait que et après on commencera les questions un peu plus intimes. Ah déjà ? Mais oui. Mais le temps passe à une vitesse avec vous. Mais je vais faire un 3e épisode. Alors je vais essayer de te faire une réponse pas trop théorique, mais je pense que quand on se met en mouvement dans une direction donnée, notamment pour un changement, il y a 2 leviers. Il y a le levier de l'envie. Comment donner envie aux gens pour bouger ? En général, on dit c'est au manager de tenir le bon discours, etc. Mais en fait, le bon discours, c'est celui qui touche le désir de l'autre. C'est pas obligatoirement la vision stratégique de la boîte. Voilà. Donc, le bon manager, c'est celui qui sait sur quel corde faire vibrer l'envie de son collaborateur. Je sais pas si c'est clair. Après, il y a la confiance. La confiance, parce que je peux avoir très envie de traverser la Seine là, tout à l'heure en sortant. Comme ça, à la nage. Et si j'ai pas confiance, c'est un peu froid là. Si j'ai un peu peur, si j'ai peur de me blesser, ne serait-ce qu'en tombant dans l'eau ou de me noyer, je vais pas y aller. J'ai envie de faire le malin devant mes amis, etc. Mais je vais pas y aller. Donc, comment augmenter la confiance des gens ? Et là, vous dites comment il fait. Ouais, ça m'intéresse. Ça. En fait, la confiance s'acquiert par l'expérimentation et la formation. Alors, la formation d'abord, c'est qu'on va aider une personne à franchir petit à petit les paliers. Il faut pas lui dire tu sautes 1m20, mais j'ai confiance, tu vas faire 1m50. Non, ça c'est pas réaliste. En tout cas, pas demain. Voilà, faut y aller palier par palier. Donc, le rôle du manager, c'est de donner aux gens des défis, mais des petits objectifs progressifs, etc., en étant à côté, et si besoin, en lui donnant des éléments de formation pour qu'il franchisse des paliers plus importants. Mais pour moi, c'est quand même... ça reste encore dans les mains du manager. Ça veut dire qu'il doit avoir sa grille de lecture de chacun de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui fait envie à un tel, alors qu'un tel, ça sera un autre désir. Et comment je mesure son autonomie et comment je peux l'accompagner à monter en compétence. Si je peux me permettre aussi de rajouter un truc qui me semble être important comme petit tips, comme petit conseil, c'est de pouvoir...
de Claire. Aussi se dire que parfois on itère et qu'on peut se tromper. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir dire à des collaborateurs, là on s'est planté. Dans le cas par exemple que j'ai en tête d'une réorganisation commerciale, il faut, même si on a mis en place des nouveaux objectifs qui font sens avec des nouveaux variables, à un moment il faut savoir écouter aussi une colère ou écouter des gens qu'on pense réticents au changement en se disant ah là peut-être qu'effectivement on s'est planté, revenons un peu en arrière, voire essayons une nouvelle chose pendant plusieurs mois et on itère comme ça avec les équipes. Je trouve que c'est important aussi. Oui, en fait, dans la notion d'expérimentation que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça, c'est acceptons d'expérimenter quelque chose, si on se plante, on revient en arrière, on fait autre chose. Exactement. Il faut être très pragmatique dans ces cas-là. On va peut-être Pierre, passer ça va être à vous. Alors, c'est quoi les questions intimes? Alors en fait, c'est Pierre. Hein. Parfois, on est gênés, nous, mais bon. Pierre. Non, on a toujours ce petit rituel, en tout cas, sur chaque fin de podcast, de poser des questions qui n'ont pas forcément de lien avec le thème abordé. Et la première question, c'est quel est votre moment préféré de la journée? Mon moment de la journée préféré, je crois que c'est le matin au réveil. Okay. Parce que j'ai plein de projets, il y a plein de choses à faire et je m'ennuie quand je n'ai pas de perspective d'occupation. Voilà. Ok. Claire, est-ce que ça a changé depuis le dernier podcast? C'est toujours le matin. C'est toujours le matin. On est vraiment team matin, même Julien? Team matin? Non, pas du tout. Non. Lui, il arrive au bureau à 11h tous les matins. Oui, c'est vrai. C'est la rumeur. Oui, c'est ce qui se dit. Mais il y a toujours quelque part où il est c'est tôt. le matin aussi. Hein. Oui, exactement. C'est le matin. Il y a toujours un fuseau horaire où c'est tôt. Exactement. Toujours. Toujours. Et peut-être c'est encore le temps d'avoir d'une dernière question, oui, peut-être, sur quelle est la personne qui vous inspire le plus? Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je suis pas très fidèle à une seule personne, je veux dire en termes d'inspiration. Je pense à Erik Orsenna. C'est l'écrivain. Parce qu'à chaque fois que je lis un de ses livres, j'ai l'impression de partir en voyage. Et en plus, c'était mon prof de droit public quand j'ai commencé mes études. Ah ouais, mais il ne s'appelait pas Erik Orsenna, je ne sais plus comment il s'appelait. Orsenna, c'est son nom d'auteur, mais son vrai nom n'est pas celui-là. Et j'étais fasciné par cet homme, je le vis toujours autant aujourd'hui. Ok. Ouais, là, ça en jette énormément. Du coup, là, on. Et toi, Julien, du coup, alors? C'est qui du moment? Parce qu'à chaque fois qu'il répond, du coup. Oui, si tu veux, je change, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui, du moment. Possible. Du moment. Oui, t'as raison. La personne qui. Moi, je trouve qui pose cette question quand c'est nous? Faut changer les questions. Faut changer les questions. Le terme. Parce qu'en plus, le côté inspiration, le côté un peu aspirationnel, un peu les pensées magiques, tout ça. Voilà. Là, comme ça, franchement, j'ai pas d'idée. Donc, non, je sèche. Je n'ai pas une idée lumineuse à. Un fait divers, un fait marquant. Un fait divers, un fait d'été. Toujours pas bon, d'accord. Non, franchement, non. Là, tout de suite, non, j'ai pas. Même une période. Si, non, j'allais dire sortir un truc. C'est complètement. Non, ça n'a aucun sens. Non, cette longueur au podcast est très désagréable pour ceux qui nous écoutent. Je vous le dis. D'autres questions peut-être intelligentes? Pas pour moi, parce que moi je la tue. Non, c'était la dernière. Invente-en une. Je sais pas, peut-être. Non, ça peut-être un peu trop classique. Qu'est-ce qui t'a énervé aujourd'hui? Ah oui, une colère récente. Une colère récente, ouais. Qu'est-ce qui t'a énervé aujourd'hui ou récemment Qu'est-ce qui m'a énervé récemment? Un fait d'actualité dont on parle tout le temps et qui me saoule à force parce que je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans le monde. Et des choses beaucoup plus joyeuses aussi. Oui, c'est vrai. C'était quoi du coup? On saura pas? C'est à mon avis assez facile à. Oui, bah là, oui. Mais moi j'ai trouvé. Sauf si tu es coupé du monde, mais. En tout cas, c'est une affaire. Non. Elle est coupée du monde. Elle est hyper corpo, Claire. C'est une affaire qui nourrit les médias de l'instant. C'est-à-dire, on en parle tout le temps. Honnêtement, je vous conseille de ne pas écouter, mais de voir ce podcast, ne serait-ce que pour partager la tête de Claire quand elle regarde, elle est un peu perdue. Et en même temps, ailleurs. People, ça. Non, la retraite, je m'en fous, j'y suis bientôt. C'est bon. Comment ça? Même pas con. Non, mais franchement. On pourra peut-être faire un podcast sur la retraite. Oui, c'est vrai. Un épisode. Avant, après. Oui. Ça pourrait être pas mal. Je suis pas concernée par. Un coup de gueule, peut-être, Claire? Je sais qu'elle a un coup de gueule. Qu'est-ce qui me gonfle en ce moment? La retraite, peut-être, non? Oui, ça me gonfle un peu, mais en même temps, c'est
tellement très politisé que je trouve que si tu maîtrises pas à 100% le sujet, c'est compliqué de se lancer dans l'histoire. Donc si on en parle un jour, je pense qu'il faudra vraiment prendre un expert retraite. Ah oui, parce que là, c'est technique. Mais c'est hyper technique. Et en fait, il y a pas mal de on-dit. Les réseaux sociaux font grossir aussi les rumeurs. Et tu sais plus si c'est du lard ou du cochon, en fait. Je trouve que c'est compliqué de se poser. C'est quand même le podcast des expressions, quand même, je trouve. Ah, moi, j'adore les expressions. En plus, moderne. Par contre, ton kiff du moment, c'est les expressions. Enfin, toujours. Ah non, mais moi, j'emploie assez souvent des expressions. Le dernier, c'était... je ne l'ai pas employé, d'ailleurs. Je voyais quelqu'un qui dit « il est très valitudinaire ». Je vous laisserai regarder. Valitudinaire ? Oui, vous pouvez l'employer. C'est toujours très chic. J'ai jamais entendu celui-là. Ah bah si. J'adore les expressions aussi. Tous les jours. J'entends que ça. Dans la rue, c'est valitudinaire. Voilà, vous avez une heure. Je dois pas être dans la même rue que toi. Oui, tous les jours. Vous avez 2 heures. on va réfléchir. On va pouvoir du coup s'arrêter sur ce... On n'a pas le coup de gueule de Pierre. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le coup de gueule de Claire. Non, de Claire, de Pierre. Maintenant qu'il est influenceur, tout va bien. C'est vrai. Ah oui, on vous invite à surveiller sa communication. Il cartonne actuellement sur les réseaux sociaux. Il sera également au point virgule le 27 et le 28 avril pour sa présentation Je suis RH et je m'en fous. Vraiment, je vous invite avec Julien comme première partie. Avec moi comme première partie. Ça va faire un carton. On attend nombreux et nombreuses. Je peux te faire la poursuite si tu veux. Ah oui, c'est avec des marionnettes, des choses comme ça. Ok, très bien. Si tout va bien, tout va bien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. En fait, on a eu plein de choses à dire et du coup, c'était bien de pouvoir faire un 2e épisode et d'avoir une autre vision aussi des réorgs. Sujet passionnant, en tout cas qui va vous passionner, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à commenter sur nos différents réseaux. Exactement. Et aussi pour nous soumettre des potentiels sujets qui vous intéressent. Voir invités, voir des lieux, éventuellement, des bons plans resto aussi. On est preneurs. Non, mais on est preneurs. Le mec qui passe tous ses messages. Un lieu de vacances, un lieu de villégiature, n'importe quoi. J'ai une mobilette d'occasion à vendre si ça intéresse quelqu'un. Un partenariat avec Le Bon Coin. Bon, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.